édition. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a accordé une dotation de 30 000 francs Djibouti aux abonnés du tarif social 1 et 2. C'est ce dont va nous parler le ministre de l'Énergie. Et en Libye, une reprise des pourparlers de paix et un cessez-le-feu est prévu. Bonjour à tous, nous débutons cette édition par cette nouvelle donc que le président de la République accorde une dotation de 30 000 francs Djibouti aux abonnés de l'EDD du tarif social 1 et 2, ce qui représente 54 046 abonnés, soit 94,12% des abonnés domestiques. C'est en ce sens que le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a fait ce matin une importante déclaration indiquant que cette dotation vise à soulager les ménages les plus vulnérables. Le ministre a également indiqué que l'EDD va décaler en faveur de l'ensemble des abonnés les dates limites de paiement des factures d'électricité de juin à juillet 2020. Voici les propos du ministre. Chers concitoyens, nous vous informons aujourd'hui, dans ce présent communiqué, que le président de la République accorde une dotation de 30 000 francs Djibouti aux abonnés de l'EDD du tarif social 1 et 2, représentant 54 046 abonnés, soit 94,12% des abonnés domestiques. En plus, de nombreuses actions initiées par le gouvernement de la République de Djibouti afin de protéger nos concitoyens face à cette pandémie du Covid-19 et envie aussi d'atténuer son impact. Et conformément aux instructions du chef de l'État, le gouvernement de la République de Djibouti accorde une dotation exceptionnelle et unique aux ménages à faible revenu ayant souscrit un contrat d'abonnement auprès de l'EDD. Les abonnés domestiques social 1 et 2 ont respectivement une puissance souscrite de 1 kVA et de 3 à 6 kVA. En ma qualité de ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, j'indique que ces dotations vise à soulager les ménages les plus vulnérables. Cette mesure, qui bénéficie à plus de 54 046 abonnés, soit 94,12% de nos abonnés domestiques de l'EDD, concerne environ 400 000 de nos concitoyens. J'ai dit bien 400 000 de nos concitoyens. Cette disposition qui s'élèvera à 1 621 000, cette disposition qui s'élèvera à 1 621 380 000 francs Djibouti sera supportée par les budgets de l'État et les budgets de l'établissement EDD. Je tiens à préciser que chaque compte des abonnés dans les contrats actifs durant la période de confinement est d'une puissance souscrite de 1 kVA et de 3 à 6 kVA verront leur compte EDD crédité à la prochaine facturation d'un montant de 30 000 francs Djibouti. Enfin, l'EDD va décaler en faveur de l'ensemble des abonnés les dates initiées des paiements des factures d'électricité de juin à juillet 2020. Ainsi, les consommateurs disposent d'un délai supplémentaire de 3 mois pour s'acquitter de ces factures. Cette mesure signifie qu'aucune pénalité ne sera appliquée aux clients de l'EDD et qu'il n'y aura aucune suspension de la fourniture d'électricité pour cause d'impayé pendant cette période. Par ailleurs, je précise que le règlement de ces factures peut se faire en plusieurs paiements sur la période du report et à la demande du client. L'heure est à la solidarité nationale,
respecter les mesures barrières. Je vous remercie de votre attention. Dans l'actualité également, à l'approche du vote au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le siège au poste de membre non permanent, la République de Djibouti, candidate, a intensifié durant plusieurs mois sa campagne. À l'occasion du déplacement du président Guelleh au siège des Nations Unies à New York en septembre 2019, notre équipe d'envoyés spécial réalisait ce reportage sur le parcours de la diplomatie djiboutienne pour faire entendre sa voix. Reportage. Mercredi 21 août 2019, l'Union africaine valide la candidature du Kenya au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. S'estimant lésé par cette décision, le gouvernement djiboutien réagit par le biais d'un communiqué officiel insistant notamment sur l'attachement de la République de Djibouti à sa candidature à ces postes. Pour Djibouti, cette candidature est à la fois légitime, mais s'oppose et dénonce aussi la méthode utilisée par les comités des représentants permanents de l'Union africaine, considérés comme peu transparent, contraire à la pratique traditionnelle et du respect des principes des rotations qui ont prévalu toutes ces années. C'est pourquoi, depuis cette décision, Djibouti a décidé de présenter sa candidature à l'ensemble des États membres des Nations Unies lors des élections qui auront lieu à l'Assemblée générale à New York en juin 2020. C'est alors le début d'une grande opération diplomatique. Déjà, Djibouti a obtenu le soutien de la Ligue arabe, de la francophonie et de l'Organisation pour la coopération islamique, dont le poids reste très important au sein de l'ONU. Pour élargir ses soutiens, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, multiplie les consultations et réunions, notamment avec le corps diplomatique accrédité à Djibouti. Une rencontre qui a permis au chef de la diplomatie djiboutienne d'expliquer aux ambassadeurs présents à cette réunion en quoi la candidature de Djibouti est légitime et par conséquent leur appui reste important. Si nous avons décidé de poursuivre notre quête de ce siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. C'est parce que toutes les raisons évoquées nous indiquent que le moment est venu pour Djibouti de prendre cette responsabilité de participation à l'effort global et collectif de paix à travers le monde. C'est aussi parce que nous croyons fermement un principe d'égalité et d'équité entre les États membres des Nations Unies, à servir au Conseil de sécurité et à plus forte raison les pays africains, qui ne disposent que de 3 sièges sur 15 dans l'organe onusien. Djibouti estime donc, mesdames et messieurs, être dans son bon droit et sollicite le soutien de vos pays à sa candidature. Ici à New York, le personnel de la mission permanente de Djibouti auprès des Nations Unies est à pied d'œuvre. En plus d'être mobilisé pour l'Assemblée générale des Nations Unies à laquelle prendra part le président de la République, la mission permanente est également en pleine campagne pour aider le pays à augmenter ses chances d'être élu en juin 2020, comme nous l'explique Mohamed Ziad Douali, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis et représentant permanent auprès de l'ONU. Beaucoup de pays qui appartiennent à plusieurs régions du monde, parce qu'ils sont convaincus que Djibouti a une contribution à faire, ont déjà par écrit signifié. Et je parle déjà d'il y a 2 ans. Et chaque semaine, il n'y a pas une semaine qui se soit passée sans qu'un nouveau pays n'exprime par écrit l'intention de soutenir Djibouti dans sa quête. La coutume ici veut que nous échangions des voix aussi. C'est-à-dire qu'un pays est intéressé par une commission ou un organe des Nations Unies. Nous, dans le cadre de la campagne, nous disons, ben voilà ce que nous voudrions. Et puis, voilà, et nous faisons des échanges avec les pays. Et aujourd'hui, sur la base des critères que l'Union africaine s'est souverainement donné, le poste revient à la République de Djibouti. Voilà. Donc cet argument, on voudrait que les Africains le comprennent et votent en faveur de Djibouti, et aussi les autres acteurs externes qui ont, parce que ce sont 194 États qui vont finalement voter en juin 2020 et chaque voix compte. Les arguments pour faire de Djibouti l'un des 10 pays membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ne manquent pas.
Le plus important étant donc son engagement de toujours et sa contribution à la paix dans la région, ce qui ne joue pas en faveur de l'autre candidat. La ferveur nationale autour de cette candidature est aujourd'hui inébranlable. Chacun, à son niveau et à sa façon, contribue à renforcer ses sentiments. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdourahmane El Mohamed a présidé en fin de matinée la réunion du comité de pilotage de lutte contre le Covid-19. À l'heure où la pandémie est dans une phase de transmission communautaire, le Premier ministre a indiqué qu'il était plus qu'important de suivre les données afin que la différence entre les nouveaux contaminés et les personnes guéries soit proportionnelle au dispositif d'accueil. Le cas des patients voulant suivre leur traitement à domicile a été également soulevé pour que ces derniers ne soient pas aussi un facteur de prolifération. Avec le déconfinement, les régions de l'intérieur ont repris contact avec la capitale et il est primordial de protéger les régions qui, jusqu'à là, étaient épargnées relativement par le Covid-19. Le ministère de la Santé a rappelé que dès que l'objectif de 40 000 tests sera atteint, des nouvelles orientations ou nouvelles stratégies seront établies. Et comme depuis le début de cette crise du Covid-19 à Djibouti, le ministère de la Santé continue donc ses bilans et quotidien donc sur la situation et l'évolution du Covid-19 à Djibouti. On écoute le secrétaire général. De près sur la situation de Covid-19 à Djibouti, ce mercredi 3 juin se présente ainsi. 1824 tests réalisés, 156 cas positifs au Covid-19, 29 personnes sont déclarées guéries et nous déplorons un décès, une femme âgée de 78 ans, connue pour une hypertension artérielle. Comme vous voyez aujourd'hui, nous constatons qu'avec un taux de positivité de 8,6%, le nombre de personnes infectées est en deçà de 10%, c'est-à-dire plus bas par rapport à hier, ce qui montre un léger ralentissement de la circulation du virus à travers la communauté. Cependant, le ministère de la Santé demande à la population de ne pas relâcher les efforts de prévention que le gouvernement préconise depuis le début de la pandémie. Il s'agit notamment du respect des mesures barrières qui doivent être poursuivies et généralisées pour maintenir cette tendance observée depuis 2 jours. Pour ce qui est du bilan global, il s'agit de 32 218 tests réalisés, 3 935 cas diagnostiqués au Covid-19 depuis le début de la pandémie à Djibouti, 1636 personnes sont déclarées guéries. Nous déplorons 26 décès au total. Merci, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Dans le cadre de son programme social, le directeur général de la société Solar 7, Tomi Tayoro, a remis un don au directeur de la prison centrale de Gabod, au lieutenant-colonel Mohamed Jama' Younis. Ce lot important composé d'un bus flambant neuf, de masques de protection, de kits d'hygiène pour les mineurs et les femmes en détention, ainsi que des divers matériels de sport. Et c'est avec une entière satisfaction que nous avons réceptionné ce don important émanant du directeur de Solar 7, a indiqué le directeur du centre lors de la cérémonie de réception. Le directeur a vivement remercié M. Tayoro pour sa générosité envers ses concitoyens. Le matériel de sport permettra aux détenus de ce centre d'avoir la possibilité de profiter de leurs heures de pause. Et c'est un élan de solidarité remarquable auprès des détenus. Et le directeur de la prison centrale de Gabod, le lieutenant-colonel Mohamed Jama', a remercié le directeur de Solar 7 pour cet important don de matériel et de ce bus et de masques de protection ainsi que de matériel de sport pour le détenu. Autant que responsable de la prison, le directeur a remercié cet acte généreux de la part du responsable de Solar 7 qui a soutenu les détenus de la prison centrale de Gabod.
La préfecture de la région d'Ali Sabi a abrité hier une réunion de concertation sur les réalisations, les avancées et les manquements tout azimut de l'agence de la voirie d'Ali Sabié, connue sous le sigle AVAS. Celle-ci, présidée par le préfet de la région, a regroupé les parlementaires de la région, le directeur d'AVAS et les élus locaux. Pour rappel, sachant que l'AVAS avait été créé au début de cette année par le conseil régional en étroite collaboration avec la préfecture qui lui a transféré tout le matériel et compétences nécessaires en la matière, et donc cela pour solutionner d'une manière pérenne la salubrité urbaine de la ville d'Ali Sabié, chef-lieu de la région. L'AVAS a été mise en œuvre au service de la propreté urbaine par le conseil régional. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport récompense les jongleurs, faire rebondir le ballon sur le pied plusieurs fois sans le laisser tomber, en restant sur place ou en avançant, le faire sauter sur sa tête ou sur les épaules. Voilà quelques-unes des épreuves qu'avaient subies les jeunes djiboutiens, garçons et filles des catégories de 10 à 17 ans en période de confinement. L'heure était ce matin cependant à la fête et à la récompense au stade de Gouleid. Et c'est devant un parterre de personnalités du ballon rond, des responsables du secrétariat d'État ainsi que des invités et parents des gagnants du concours de la seconde édition du jonglage qui s'est déroulée cette cérémonie de remise de récompense. Plusieurs talents ont vu leurs prestations défiler sur l'écran devant l'auguste assemblée avant d'être appelés au podium. Et dans la catégorie filles, la jeune Khadija s'est imposée donc sur un score sans partage de 110. Je suis en école de vue de Juscar. Je remercie la secrétariat d'abord. Et là, nous passons à ce qui fait l'actualité internationale. D'un côté, l'armée rebelle de Khalifa Haftar, de l'autre, les forces de mouvement d'union nationale. Les combats sont incessants en Libye. Pourtant, les deux camps auraient accepté de reprendre les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. Les engagements pris à Berlin en janvier dernier et la résolution adoptée les mois suivants au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui porte notamment sur l'arrêt des ingérences. La Libye est en proie à un chaos accentué par l'implication croissante des puissances étrangères. L'Italie a bien tenté de se poser en médiateur. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte rencontrant tour à tour les chefs des deux pouvoirs rivaux, mais sans succès. Les affrontements en Libye ont fait des centaines de morts, dont de nombreux civils. Plus de 200 000 personnes ont fui le combat. Le maréchal Khalifa Haftar, un fort de l'Est libyen, et son armée autoproclamée tentent en vain depuis avril 2019 de s'emparer de la capitale Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale, entité reconnue par l'ONU. Toutes les tentatives de cessez-le-feu ont échoué et le dialogue est rompu depuis plus de 3 mois. Pour l'ONU, le retour aux discussions doit se traduire par un début d'accalmie sur les terrains et une trêve humanitaire pour ouvrir la voie à un cessez-le-feu définitif. Et enfin, donc, direction les États-Unis, les mouvements de colère contre le racisme et les brutalités policières se sont poursuivis hier aux États-Unis, malgré les pillages, les affrontements avec la police et le temps martial de Donald Trump, déterminé à restaurer l'ordre en recourant, si besoin, à l'armée. 9 jours après la mort à Minneapolis de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc, la vague de contestations historiques ne connaît pas de répit. Au moins 60 000 personnes ont rendu hommage mardi aux défunts lors d'un rassemblement pacifique à Austin, ville du Texas où il a grandi et où il doit être enterré la semaine prochaine. À Washington, plusieurs milliers de personnes, dont la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, ont manifesté jusqu'à tard dans la soirée, bravant le couvre-feu décrété par la municipalité. Les abords de la Maison-Blanche ont été bloqués par des barrières de métal, empêchant toute confrontation directe avec les forces de l'ordre. Dans une allocution musclée, le président américain avait annoncé lundi soir le déploiement des milliers de soldats lourdement armés et des policiers à Washington pour mettre fin aux émeutes et aux pillages. Et il avait appelé le gouverneur à dominer les rues tout en menaçant d'envoyer l'armée pour régler rapidement les problèmes à leur place s'ils n'agissaient pas selon ses directives. L'auteur de fait, l'agent Derek Chauvin, a été licencié par la police puis arrêté et inculpé pour homicide involontaire. Mais les protestataires et la famille de George Floyd veulent que les 3 autres policiers ayant participé à l'arrestation soient aussi poursuivis.
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.